Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette table ronde organisée par Numéum et Social Builder pour faire un tour d'horizon sur la reconversion professionnelle des femmes dans le numérique. J'ai le plaisir de vous présenter Emmanuelle Larocque à ma gauche, déléguée générale de Social Builder, une association qui agit concrètement pour la mixité et la place des femmes dans les métiers du numérique. Jean-Christophe Morizot, administrateur de Numéum, le syndicat professionnel des entreprises et de l'écosystème numérique, et vice-président du programme Femmes numériques chez Numéum, et aussi Country General Manager chez Red Hat France. C'est bien ça ? À ma gauche ensuite, Jessica Cuiger, développeuse chez Zoll, ayant effectué une reconversion professionnelle chez Social Builder. Et à ma droite, Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Et vous avez une chaise vide aussi. Nous rejoindra dans quelques minutes Audrey Perrochot, directrice du développement des compétences dans les territoires chez Pôle emploi. Alors merci d'être là. Moi-même, je me présente, Olivia Strigari, je suis cofondatrice et directrice de la publication Informelle, qui est un nouveau média économique pour développer la carrière des femmes. Et je suis aussi chroniqueuse sur Smart Tech, sur la chaîne Bismart. Alors le constat dans le digital est sans appel, et plus spécifiquement dans les métiers du numérique. Si le numérique est une filière qui recrute beaucoup et qui manque surtout de talent, les chiffres ne représentent pas toujours les femmes dans la filière du numérique, puisqu'elles sont à peine 28% des effectifs totaux et 17% quand on parle des métiers strictement techniques, des postes techniques. Et de nombreuses entreprises et acteurs du numérique s'engagent pour rendre ces métiers beaucoup plus inclusifs. Ils mettent en place des pratiques RH innovantes, des politiques de diversité et s'attachent à attirer plus de femmes dans leur métier. En ce sens, la reconversion apparaît quand même un facteur clé et un levier majeur pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans la tech, et notamment pour adresser et combler les enjeux d'égalité professionnelle femmes-hommes et lutter contre les stéréotypes de genre dans les métiers et dans l'univers du digital. Alors, mais comment passer de déclaration d'intention à l'action ? C'est tout l'objet de notre table ronde. Emmanuelle, on parle de 28% de femmes dans le numérique, donc c'est à peine même pas un tiers. Quels sont les autres chiffres clés du digital et pourquoi les femmes sont-elles si peu présentes dans cette filière de métier ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Toujours ravie d'avoir ces temps d'échange avec vous et de parler de ce sujet qui nous tient fortement à cœur chez Social Builder parce que c'est notre raison d'être. Accélérer la présence des femmes dans le numérique et les reconversions professionnelles pour pouvoir saisir l'ensemble de ces emplois et faire en sorte que les femmes soient vraiment des actrices du monde de demain. Alors, il faut passer par l'étape des chiffres, on le sait. Donc, le premier chiffre que je vais partager, c'est bien sûr la manne d'emplois existants, 82 000 postes ouverts dans le numérique aujourd'hui. On sait qu'il y en a entre 20 et 35 000 créés chaque année et qui peinent vraiment fortement à trouver des compétences. Et face à ce chiffre, le chiffre qu'Olivia citait, c'est-à-dire les 28% de femmes, les 16% dans les métiers spécifiquement techniques. Et puis on peut tirer le fil parce qu'on voit que en fait, les côtés formation initiale, on plafonne aussi à 16% depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas sur, on va dire, l'appétence ou l'attractivité de toute la filière scientifique, mathématique, informatique pour les filles dans les études initiales. Donc du coup, j'irai un petit peu plus loin sur les chiffres. Si on regarde maintenant tous les métiers de l'infrastructure, eh bien, on descend en dessous de 10%. Donc là, on part d'encore plus loin. Et là, si je parle de recrutement, je vais parler aussi de rétention des talents. Puisque quand les femmes arrivent à rentrer dans nos environnements numériques ou dans des métiers qui sont dans la filière numérique, en fait, elles y restent peu. Et ça, c'est terrible puisqu'il y a on perd à peu près 50% des femmes avant l'âge de 35 ans.
Donc c'est à la fois un effort d'attractivité, mais aussi de rétention et de valorisation des carrières des femmes une fois qu'elles sont en poste dont aussi il s'agit. Un chiffre dont on parle moins, c'est le chiffre en fait dans les métiers du développement, rien que dans le développement informatique aujourd'hui, quel est le pourcentage de personnes qui sont reconverties. Et bien, ce pourcentage augmente de façon assez exponentielle. On a 1 personne sur 5 aujourd'hui dans les métiers du développement qui viennent de la reconversion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la reconversion, c'est l'avenir du numérique, ce sera la réalité du numérique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque ça veut dire qu'on va échapper au clonage des profils, puisqu'on va avoir des personnes de tout environnement qui vont rejoindre les forces vives du numérique et donc stimuler l'innovation et la créativité et la productivité dans ces métiers. Donc on est dans notre sujet, c'est le sujet du moment et le sujet d'avenir. Alors maintenant sur les freins. Pourquoi il n'y a pas encore suffisamment d'attractivité? Pourquoi les femmes? Alors il y a des freins qui sont propres aux femmes et puis des freins qui sont plus liés à l'environnement. Sur les freins qui sont, je dirais, plus intériorisés par les femmes ou vécus par les femmes ou qui sont liés à la situation des femmes, il y a bien sûr tout ce qui va être... Bonjour Audrey. Il y a tout ce qui va être la situation de famille, la gestion des dépendantes, toutes ces situations qui vont complexifier un parcours de reconversion ou le rendre un peu plus éloigné ou qui vont dans la réalité complexifier aussi le positionnement sur des postes qui peuvent être assez intensifs en termes de plage horaire de travail, de déplacement, de flexibilité. Il y a aussi tout ce qui est la vision que les femmes ont aujourd'hui de ces métiers, alors quand elles en ont une, et ça peut être des visions assez stéréotypées, sur quel milieu, quel environnement professionnel elles vont pouvoir rejoindre et est-ce qu'elles vont avoir aussi des opportunités d'évolution. Et enfin, il y a aussi cette question d'évoluer dans des environnements qui ne sont pas mixtes. Et c'est une réalité. Nous, on a encore des femmes qui viennent dans des présentations, dans des forums sur les métiers qui nous disent « mais je ne savais pas que ces métiers étaient faits pour les femmes ». Ça peut paraître complètement... d'un autre monde, mais c'est une réalité encore de se voir valider ce projet et ce désir d'en savoir plus sur ces métiers. Et puis je voulais partager bien sûr qui sont des facteurs qui sont liés à l'environnement. Il y a tous les facteurs qui sont liés en effet au fait qu'on va encore trop peu parler aux femmes. Alors les acteurs institutionnels, les acteurs de l'emploi qui sont là le font et le poussent énormément, mais on voit qu'on a encore un travail de proximité dans le terrain pour faire en sorte que ces métiers soient vulgarisés et présentés d'une façon attractive sur la réalité du métier, sur la diversité des métiers et sur comment les femmes ils peuvent bien sûr évoluer, trouver un intérêt. Il y a la question bien sûr du fait qu'on ne voit pas de femmes, donc c'est aussi l'absence de rôle modèle, hein, c'est ce fameux effet miroir qui est indispensable pour s'envisager dans un environnement. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la question de certains préjugés qui demeurent aussi dans tous les maillons en fait, de la chaîne de reconversion, que ce soit dans l'accès aux organismes de formation ou dans l'accès à l'emploi. Donc, je voulais partager avec vous une étude que j'ai trouvée, qui a été portée par la DRS il n'y a pas très longtemps. Donc, dans le numérique, cette étude qui interroge des recruteurs et des recruteuses met en avant le fait que dans 13% des recrutements d'hommes, les recruteurs et les recruteuses ont précisé que une femme aurait été un inconvénient à cause soit de contraintes liées au poste, soit de certaines tâches qui étaient mieux réalisées pour les hommes. Donc il y a encore des choses et des représentations qui ont des impacts concrets sur les choix, sur nos décisions au moment où on va cocher des cases. Et par ailleurs, pour tirer toujours le fil de ces moments un peu spécifiques où on va faire la différence, aujourd'hui, les femmes se voient demander dans 60% des cas en entretien si elles ont un enfant, tandis que les hommes, on leur demande à 49%. Donc bien sûr, on ne pose pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes résultats. Et enfin, je parlerai de 2 derniers freins. Le premier, c'est bien sûr aujourd'hui pour accéder à certaines formations ou même, on va dire, certains emplois qui semblent ouverts potentiellement à tous les profils. On se rend compte qu'il y a quand même des critères qui sont réaffirmés de formation initiale, notamment de formation initiale scientifique, voire formation initiale scientifique poussée dans lesquelles on n'a pas les femmes, ou d'expériences qui ne sont pas toujours nécessaires pour l'emploi.
Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un facteur que l'on retrouve souvent, des entreprises qui sont extrêmement proactives, qui ont des politiques diversité véhémentes et engagées, et qui se retrouvent des fois en décalage avec la réalité opérationnelle des managers qui ne savent pas toujours comment faire pour justement manager, gérer, intégrer cette mixité des profils. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'il nous faudra adresser. Je rappelle un chiffre pour Social Builder. Combien de femmes avez-vous formées depuis que vous avez créé l'association ? Alors, nous qui orientons, formons, insérons des femmes, nous avons 75 000 femmes qui ont été accompagnées par nos équipes depuis 11 ans. Voilà. Merci. Jean-Christophe, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je vais vous donner plusieurs réponses alors. Voilà. Quelles sont les opportunités, les bénéfices pour les entreprises de s'engager dans un chemin de diversité et de mixité ? Quels sont les freins du côté entreprise ? On a vu les freins des candidates, mais quels sont les freins, enfin une partie des freins des entreprises ? Et quels sont les engagements concrets que prennent désormais les entreprises en la matière ? Alors on va commencer par la première question, c'est quelles sont les opportunités ? C'est quelque chose d'assez basique en fait. Hein. On est là pour faire du business, pour développer nos entreprises. Et quand on regarde, je dirais, ces mondes du numérique, il est extrêmement dynamique et on a besoin de ressources. Quand on regarde le vivier de ressources disponibles, il y a moins de ressources que de besoins. Et quand on se penche un petit peu sur ces causes et qu'on regarde et on se projette dans l'avenir, on parlait tout à l'heure de 80 000 personnes ou 82 000 postes. C'est ça, 82 000. Si on multiplie par les 2-3, parce qu'on gère des entreprises avec des visions un peu plus, je dirais, pluriannuelles, on est sur des besoins qui sont de l'ordre de 200-300 000 personnes. Et quand on regarde ce qui est disponible, vous avez peut-être 100-150 000 personnes. Et ce sont que des hommes. Donc c'est assez basique, je dirais assez mathématique de se dire mais où sont les femmes et comment je peux faire en sorte de répondre à mon besoin, je dirais, de ressources et comment je peux développer mon entreprise. Je suis obligé à un moment donné de me confronter à cette réalité économique. Donc l'opportunité, elle est là. Elle est de pouvoir continuer à me développer. Une fois qu'on a posé ça comme constat, on a juste posé le problème. Et donc là, on arrive à la deuxième question qui sont les freins. Et là, des freins, il y en a, mais partout. On est dans une société qui est une société extrêmement, je dirais, organisée selon des schémas de patriarcat. Hein. Enfin, on est vraiment là-dedans. Dans le numérique, quand on regarde les structures, je dirais, techniques, non techniques, les structures de management, vous avez encore assez peu de femmes qui sont, je dirais, aux commandes. Et puis quand on regarde en fait la façon dont on organise toute notre activité, c'est quand même une histoire d'hommes, si vous voulez. Donc quand on regarde comment on peut essayer de faire bouger les choses, on parlait tout à l'heure de comportement, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que le comportement des hommes est adapté à la situation ? Est-ce qu'on peut commencer à travailler un petit peu sur cette vision et travailler sur le changement de paradigme pour faire en sorte qu'on commence à se dire, oui, on ne peut pas y arriver sans avoir d'équipe mixte, sans être proactif dans cette mixité. Et c'est là où le travail est à faire. Quand on regarde chez Numéum, Numéum c'est un syndicat ou une organisation professionnelle qui promeut en fait, je dirais, les métiers du numérique. On représente 85% du chiffre d'affaires du numérique aujourd'hui en France, c'est 70 milliards d'euros. Il y a 25 000 entreprises, environ 2500 entreprises qui sont adhérentes de Numéum, mais ces 2500 entreprises représentent 85% du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ça pèse, si vous voulez. L'organisation est faite de telle manière que vous avez 34 administrateurs et administratrices. Sur les 34, vous avez 6 femmes. Ça, c'est la mixité homme-femme. Ensuite, vous prenez la dimension de mixité d'âge. Vous avez quasiment la totalité des personnes qui sont dans ce conseil d'administration qui ont plus de 45-50 ans. Et donc, juste avec ces deux éléments-là, vous avez une représentativité de ce qui se passe dans nos entreprises. Et c'est là qu'on commence à se dire que si on veut changer les choses, il faut qu'on les change à ce niveau-là. Et quand vous êtes un homme administrateur de Numéum et que vous la main, vous dites « Eh les gars, il y a peut-être un problème, il va falloir qu'on fasse quelque chose », vous avez les 34 moins 6, donc en fait on va faire des maths, ça va faire 28, qui vous regardent en vous disant on va peut-être faire autre chose, ou on ne s'est pas trop posé la question. Et donc en fait vous êtes obligé, vous, d'avoir une démarche extrêmement, je dirais, volontariste pour faire bouger les choses. Alors bien évidemment, les choses bougent
Je suis caricatural pour vous donner un petit peu l'état d'esprit. Mais on n'est pas loin quand même, on n'est pas loin. Donc voilà, le frein, il est là. Pour moi, le premier frein, il est là. C'est vraiment faire changer les mentalités. Arriver à faire en sorte que les entreprises commencent à comprendre qu'il y a un intérêt économique. Parce qu'à la fin, c'est ça, hein, on n'est pas des philanthropes. Et qu'on est là pour faire avancer nos entreprises. Et que ben, tout ce qu'on fait va dans cette direction-là. Donc les engagements concrets, troisième partie de la question, ben, vous avez quand même beaucoup d'espoir parce qu'il y a des sociétés qui se bougent, des choses qui se font, je dirais des bonnes pratiques qui se mettent en place. On parlait tout à l'heure de changer de mentalité, on parlait tout à l'heure du manifeste, mais vous avez des pratiques qui se font au niveau, ben, quand on regarde le cycle de vie, est-ce qu'on peut interférer, nous, entreprises, sur la qualité ou l'éducation je dirais des personnes que l'on recrute? Non. Ça, c'est le travail des pouvoirs publics que de créer une force vive avec des compétences qui vont bien. Nous, entreprises, on va publier un poste et on va voir qui est-ce qui va se présenter à ce poste-là. Et quand on voit que sur un poste d'ingénieur, sur un poste très technique, ben, il y a, on parlait tout à l'heure d'une vingtaine de % de femmes dans les écoles d'ingénieurs, elles sont déjà, je dirais, repérées, elles sont déjà prises avant même qu'elles sortent de l'école. Donc quand on est sur le marché du travail, en fait, vous n'avez pas de femmes qui se présentent. Ça n'existe pas, ou c'est très très rare. Quand vous avez une, vous dites alléluia, c'est bon, je vais pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai une équipe d'avant-vente sur la France. Il y a une trentaine d'ingénieurs. Il y a une femme. Et c'est pas faute de pousser pour essayer d'ouvrir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut essayer de montrer qu'on est ouvert, travailler sur la reconversion à l'intérieur de l'entreprise, faire en sorte d'identifier, je dirais, des femmes qui sont avec nous et qui peuvent peut-être changer de métier. Et donc là, on peut essayer de promouvoir je dirais, ces promotions internes, ces transitions, pour faire en sorte d'ouvrir les possibles. C'est quelque chose qui est très important, que de constamment travailler dans une idée de dire c'est possible. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est du numérique, c'est peut-être un peu de maths, c'est peut-être un peu de méthode, c'est peut-être un peu de structure, mais au final, bah, c'est que des maths, que de la structure, que de la méthode. Et c'est pas si compliqué que ça si vraiment on a envie et qu'on aime ça. Donc en fait, créer ces possibilités, si vous voulez. Et vraiment travailler avec vos équipes de management, avec les RH, pour faire en sorte de mettre en place des plans de formation, des plans je dirais, d'évolution, de mentorat, travailler sur le recrutement, faire en sorte que les annonces soient extrêmement, je dirais, visibles, pour justement donner envie de se présenter. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, des choses qui sont faites, mais mon constat aujourd'hui, c'est que ce n'est pas suffisant, qu'il y a un vrai travail à faire sur vraiment la posture, je dirais, des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, et puis de continuer avec ces initiatives qu'on met en avant, avec le manifeste, le livre blanc, pour ne rien lâcher, faire en sorte que petit à petit, un peu comme dans un jeu de Go, je ne sais pas si vous jouez au Go, si quelqu'un connaît le jeu du Go, c'est un jeu de plateau, où en fait vous commencez avec des petites pierres blanches et des petites pierres noires, puis vous avez gagné quand vous avez remplacé par exemple les blancs par les noirs. Et ben en fait, c'est un peu ça, ou les noirs par les blancs. Donc l'idée, c'est de prendre une pierre par pierre, et puis de la soulever, et de la soulever, et de la retourner. Puis quand vous avez tourné une pierre, vous passez à l'autre. Et vous ne lâchez pas, et vous continuez. Alors justement, vous parliez du manifeste. En partenariat avec Social Builder, il y a 3 ans, vous avez bâti ce manifeste pour la reconversion des femmes dans le numérique. Et plus de 200 entreprises aujourd'hui sont signataires. Pouvez-vous nous en rappeler les grandes lignes? Et pourquoi seulement 200 entreprises finalement? C'est encore à moi de répondre? Oui. Ah, d'accord. Vous pouvez répondre avec Emmanuel. Je le savais. Alors oui, donc dans cette idée, en fait, il y a 3 ans, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire, et donc on a vraiment travaillé sur cette idée d'un manifeste qui allait permettre de poser un peu déjà le problème, de le partager, et de définir une action pour engager les entreprises adhérentes du Numéum à l'époque, les embarquer avec nous et les engager sur 6 points. Alors, sur la formation, sur la visibilisation du nombre de femmes converties, reconverties, et de faire en sorte de poser ça comme un principe je dirais, de gestion et de gestion active de cette reconversion et de cette mixité. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a fait ensemble. On a commencé par célébrer les 100 premiers au bout d'1 an, je crois, hein. Et puis on a continué à recruter
des sociétés qui ont vraiment envie d'y aller. Mais j'ai encore tendance à dire que 200 sur 28 000 ou 20 ou 30 000 entreprises, il y a encore du travail à faire. Oui, et 200 sur les 2500 adhérents du syndicat. Et il y a aussi du travail à faire, bien sûr. Tu veux commenter ? Non. Voilà, maintenant il faut en effet accélérer. On a des très grandes entreprises, donc ça représente aussi beaucoup de salariés. Et ce qui a été, je pense, assez innovant dans notre approche, c'est de dire qu'on voulait que les entreprises s'engagent à remonter leurs données, à expliciter ce qu'elles sont en train de faire. Et pour elles, c'est pas toujours simple de partager ces données, le nombre de personnes recrutées, le nombre de personnes qui passent d'un poste à l'autre en interne, donc la reconversion aussi en interne, et si elles forment des personnes, justement au management de cette mixité. Donc c'est un engagement. Donc tout le monde n'est pas toujours prêt à juste mettre le nom mettre sa signature. Et une fois qu'on a fait le manifeste, 2 ans après, on a fait un livre blanc, c'est-à-dire que sur la base de ces interactions et des premières actions qu'on a pu constater, voilà, un document qui est téléchargeable sur le site de Numéum et de Social Builder pour essayer de continuer dans cette idée d'animer cette communauté et puis surtout de montrer vers quoi on peut s'engager, quelles sont les bonnes pratiques. Et donc voilà, il y a eu un deuxième document qui a été publié, qui est disponible, sur lequel on veut continuer à investir et continuer le travail qu'on fait pour cette reconversion des femmes dans le numérique. Un livre blanc qui s'adresse aux entreprises spécifiquement. Exactement. Aux entreprises et également aussi à celles qui sont intéressées de voir qu'il se passe des choses et qu'on essaye d'être dans une forme d'action et d'évangélisation des entreprises sur le sujet. Très bien. Alors justement, on a avec nous Jessica, qui a opéré une reconversion professionnelle. Alors Jessica, quel a été le point de départ en fait de cette reconversion ? Quel a été votre déclic ? Vous faisiez quel métier avant de vous reconvertir à un métier du numérique ? Puisque vous êtes développeuse, on le rappelle. J'étais dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est un domaine où je me suis dit il n'y aura jamais de chômage. Ça m'a fait voyager. Et du coup, j'ai toujours codé dans mon coin. J'ai fait ça pour des gens que je voulais, mes amis, domaines de prédilection, des choses que j'aimais faire. Et du coup, en plus de mon travail, en fait. C'était pour moi, la restauration, c'était un job alimentaire. Et en plus, je faisais vraiment ma passion. Mais je ne pouvais pas transformer ça en métier parce que je ne trouvais pas de moyen de le faire. Et voilà, j'ai décidé de me reconvertir au bout d'un moment parce que j'avais envie, en fait, tout simplement. Ça me brûlait les ailes, simplement. Et donc, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit comment est-ce que je vais pouvoir me former ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à Social Builder, justement ? En cherchant la grande école du numérique, je me suis rendue là-bas et du coup, on m'a parlé de Social Builder parce que moi, je voulais vraiment être dans un confort, d'être entourée d'autres femmes, de voir s'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient envie de faire ce métier et de travailler dans l'informatique. Et je ne trouvais pas. Donc, c'est un peu du hasard, en fait. Et du coup, voilà, je suis rentrée par la petite porte, petit à petit. J'ai été bien accueillie. Et vous n'aviez pas commencé justement des études quand vous aviez déjà une appétence pour les maths, si vous aimiez coder Non, c'est faux. J'ai plus une appétence pour les langues. Et pour moi, c'est de la communication, que ce soit des langues informatiques. Voilà, c'est vraiment pas... Je suis nulle en maths. Je vais être très claire, je suis complètement nulle en maths. Mais dans les langues, ça va. Donc je maîtrise. Et du coup, pour moi, c'était un passage un peu plus facile comme ça, de voir ça comme ça. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des difficultés, justement ? Quelles sont les difficultés, les freins que vous avez rencontrés dans cette reconversion ? Je dirais que j'ai eu plus de facilité parce que je m'étais formée toute seule et que on va dire que la qualité première, c'est d'être vraiment assez curieux. Je suis super curieuse et je suis assez autodidacte. Donc c'est vrai que ces deux trucs, si on l'a dès le départ, ça peut déjà un peu accélérer le mouvement en fait. Et vous avez fait combien d'heures de formation chez Social Builder pour 4 mois et demi, plus 2 mois de stage, à peu près 6 mois. Après, j'ai continué quand même. D'accord. Et justement, on a évoqué ensemble, lors d'un entretien, toutes les deux, les freins que vous avez rencontrés à l'embauche en revanche. C'est-à-dire que vous êtes formés, vous êtes reconvertis, et là, vous vous adressez à l'univers du travail. Donc, vous allez passer des entretiens d'embauche, tout simplement.
Et quels sont les retours et quel est votre retour en fait par rapport à ces entretiens d'embauche? Qu'est-ce qui vous a dérouté dans un premier moment, puisque c'est pas du tout les mêmes recruteurs auxquels vous étiez habitué auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? On a des passages obligés. Dans le développement web, on doit passer des tests techniques. Sincèrement, j'ai refusé de les faire. C'est vraiment ça qui m'a aidé. J'ai sélectionné les entreprises qui ne faisaient pas passer des tests. Et ça m'a aidé à passer par-dessus, quoi, en fait. Et pourquoi vous ne vouliez pas faire les tests techniques? Parce que j'y arrivais pas, qu'une fois sur deux, ça ne marchait pas. Mais que pour moi, c'était un frein inutile. Voilà. Et oui, parce qu'on a parlé justement par rapport à ça. Donc pour vous, vous considérez que même si vous êtes développeuse et que vous savez coder, que vous avez été formée pour ça, le test technique finalement est un frein inutile au recrutement d'un développeur. Ouais. Parce que c'est vraiment du cas d'usage. On aura beau apprendre plein de théories. En pratique, c'est pas du tout la même chose d'une entreprise à une autre. Donc sincèrement, moi je suis plus à mettre en avant ça, le cas d'usage. Et du coup, ça marche mieux. Et les soft skills aussi qui sont en train d'arriver sur le devant de la scène dans les politiques RH. Oui. Bah, la communication, savoir-être, ça marche beaucoup mieux. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant par rapport au diplôme. En fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a aidé en revanche par rapport à ces employeurs? Le fait d'être une femme et de m'être spécialisée dans un domaine où il y avait plus d'hommes que de femmes. Parce que je fais une partie, c'est du back-end. Le back-end, il y a plus d'hommes que de femmes. Et du coup, voilà, c'était... je me suis dit que me spécialiser, ça va encore faciliter les choses. Voilà. D'accord. Oui, vous dites que pour une fois, c'est un atout en fait d'être une femme face à un recruteur, aujourd'hui en tout cas, puisqu'ils ont un regard totalement différent par rapport à une candidate femme que même il y a 5 ans ou 10 ans, on peut le dire. Oui. C'est plus du tout la même dynamique. Plus de chance. Il y a vraiment une ouverture. Moi, je suis arrivée, je crois, au bon moment. C'est une histoire de timing. Et voilà, je ouvre les portes et on me les ouvre pour moi et ça marche très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes reconvertie? Ça fait même pas 2 ans. J'ai déjà ma 3e boîte. Sincèrement, ouais. Est-ce que vous travaillez par mission? Comment ça fonctionne? Non, c'est juste que j'ai commencé au début à faire un stage. Je suis restée dans l'entreprise où j'ai fait un stage. Et après, j'ai voulu faire du PHP, du Symfony. Donc, j'ai cherché l'entreprise qui allait bien avec. Et là, en fait, je me délocalise. Je quitte l'Île-de-France. Donc, j'ai trouvé une autre entreprise qui fait à peu près pareil où je pourrais encore avancer. Formidable. Bravo. Bravo. On peut l'applaudir, hein. Alors, Audrey Perrochou nous a rejoint. Merci. Alors, j'avais plusieurs questions pour vous. Donc, déjà pour Gilles Gâteau, quel type d'accompagnement a prévu l'APEC pour la reconversion justement des cadres dans le numérique, spécifiquement les femmes, et quels sont leurs profils en général? Parce qu'on a vu, là vous venez d'un métier de la restauration, Jessica, donc est-ce que c'est tout métier ou est-ce qu'il y a un profil type pour la reconversion? Merci pour l'invitation. Et puis, bravo pour ce témoignage. Je le trouvais extrêmement intéressant et justement un peu représentatif de comment on arrive à contourner finalement certains freins qui sont mis et qui n'ont pas forcément de grande utilité. Ça nous renvoie à un sujet sur lequel à l'APEC on veut vraiment essayer de faire bouger des choses sur les critères de recrutement et les approches de recrutement des recruteurs. C'est pas vrai seulement pour le numérique, c'est pas vrai seulement pour la mixité des métiers hommes-femmes, c'est vrai sur toutes sortes de critères dans lesquels on voit bien que on a dans les pratiques de recrutement une forte propension à la reproduction d'un certain nombre de schémas, parfois totalement inadéquates en vérité à ce qu'est le besoin fondamental de l'entreprise, mais dont on ne se rend pas forcément compte. Voilà, vous demandiez qu'est-ce que fait l'APEC. Il y a bien sûr l'accompagnement que l'on va pouvoir avoir avec des femmes cadres ou jeunes diplômés de plus en plus jeunes maintenant, quelques années seulement après l'entrée dans les professionnels, qui sont déjà dans des problématiques de reconversion. C'est un phénomène qu'on observe, nos consultants observent, de voir que de plus en plus tôt aujourd'hui,
on se pose des questions de reconversion professionnelle, là où avant, c'était plutôt à la mi-carrière qu'on se disait, bon, alors, c'est le moment de faire le point, de me dire peut-être que pour la deuxième partie, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, on a de plus en plus des jeunes cadres entre 30 et 35 ans qui viennent à l'APEC en disant, je veux faire autre chose, un autre métier, que ceux pour lesquels ils se sont formés, parfois avec des grandes études, quelques années auparavant. Il y a ça, mais il y a aussi ce qu'on fait avec les employeurs, avec les recruteurs, et où là, il y a, je pense, une partie de la solution. Une partie est dans l'accompagnement des personnes, une partie est dans l'action avec les recruteurs sur changer la façon de recruter, que Pôle emploi d'ailleurs fait très bien sur beaucoup de métiers non cadres, avec les méthodes d'habileté par exemple, qui contournent ces problèmes de tests techniques. Bon, on n'a pas encore inventé la méthode des habiletés pour des emplois cadres, mais je désespère pas qu'on arrive à développer quelque chose dans ce domaine. Alors pour revenir à votre question, il y a bien sûr tout un tas de dispositifs qui sont mobilisables, mais qui ne sont pas toujours bien connus effectivement des cadres qui veulent se reconvertir, et en particulier des femmes cadres. Évidemment le conseil en évolution professionnelle. Vous savez, l'APEC, la moitié des clients de l'APEC sont des cadres qui ont un emploi. C'est une grande différence avec Pôle emploi. On n'est pas du tout le Pôle emploi des cadres. La majorité de personnes qu'on accompagne sont des gens qui ont un emploi et qui veulent en changer, soit changer de poste, peut-être à la fin ce sera dans la même entreprise, et on peut accompagner un projet intra, si je puis dire, dans l'entreprise, soit éventuellement avec un changement d'entreprise ou un changement de métier qui sera vraiment la reconversion professionnelle. Et ce chemin, on va le faire avec un parcours de type CEP. Parfois, c'est aussi CEP d'émission, donc le cadre est déjà passé à l'acte, j'allais dire, avant même d'avoir complètement construit son projet. Ça arrive aussi assez souvent. Et pour répondre encore plus spécifiquement sur la partie femmes et reconversion dans le numérique, bon, j'ai posé moi la question à quelques consultants que j'ai rencontrés récemment, justement en vue de cette table ronde, en disant voilà, est-ce que vous avez été confrontés et c'est quoi le profil que vous avez rencontré? Je dirais qu'il n'est pas foncièrement spécifique. Les métiers du numérique, ils ont pour eux d'avoir une forte demande et donc l'assurance finalement d'aller trouver là des débouchés ou des évolutions professionnelles, des niveaux de salaire aussi, qui sont plus importants qu'ailleurs compte tenu de cette problématique offre-demande. Ils ont contre eux cette image finalement d'être un monde masculin et fermé, mais c'est un peu ce que beaucoup d'emplois industriels avaient il y a encore 10 ou 15 ans. Moi, j'ai été DRH EDF, voilà, femmes dans le nucléaire. Il y a 20 ans, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. On avait les mêmes réactions des opérationnels quand on essayait de dire il y a quelque chose à faire, il faut bouger. Puis bon, aujourd'hui, une grande partie de ce chemin est fait. Je ne parle pas de l'armée, de la police, enfin de tout un tas de mondes d'emplois qui étaient extrêmement masculins, qui se sont ouverts et où les femmes ont fait finalement petit à petit leur place, alors difficilement, et c'est encore loin d'être satisfaisant, mais on voit qu'on peut faire bouger, qu'il n'y a pas de raison que le secteur du numérique résiste aussi à ce mouvement. Donc on va avoir des femmes voilà, qui sont dans des logiques de reconversion dans l'emploi où elles sont. Elles sont un peu plus nombreuses à vouloir changer d'entreprise et changer de métier que les hommes. Ça, c'est le constat qu'on fait, nous, dans nos enquêtes, par rapport à l'envie de changer professionnellement est la même chez les hommes et chez les femmes. Mais on va plus considérer chez les femmes que ça va passer probablement par un changement de métier ou d'entreprise, dans une proportion un peu plus grande. Et puis, on va avoir, je l'ai dit, des jeunes et des jeunes diplômés de plus en plus rapidement au moment de leurs études ou juste après, qui veulent voilà, changer d'orientation et qui peuvent s'intéresser à ces métiers. La principale difficulté, ça n'a pas encore été évoqué, mais j'imagine que le social builder qui fait vraiment un boulot formidable est très familier avec ça, il y a une grande méconnaissance de la diversité de métiers qu'offrent en fait les fonctions
informatiques. Je dis bien les fonctions, je ne parle pas du secteur, parce qu'on trouve des fonctions informatiques dans un tas d'entreprises, dans tous les secteurs en réalité. Donc on va pouvoir être dans un environnement de l'hôtellerie, de services financiers, d'industrie, dans tout du monde de l'économie sociale et solidaire, et dans des fonctions informatiques. Donc déjà, réaliser cela, et ensuite la diversité des métiers et des fonctions. Et nous, il y a un outil qu'on aime beaucoup, que Pôle emploi nous permet d'utiliser aussi pour les cadres, désormais, qui sont les périodes d'immersion professionnelle. Alors un nom très barbare de PMSMP, voilà, une mise en situation, ou mise en immersion professionnelle pendant une certaine période pour découvrir un métier et permettre aussi à des entreprises de découvrir des candidats, en l'occurrence des candidates, qui vont peut-être les surprendre et les intéresser. Donc nous, on croit beaucoup, par exemple, à un outil de ce type pour à donner un peu plus de vision de la diversité des métiers que la fonction informatique ou numérique plus largement offre. Merci beaucoup. Audrey, justement, chez Pôle emploi, quel est votre mode de fonctionnement pour stimuler cette reconversion professionnelle des femmes ? Avez-vous remarqué des remontées du terrain, justement, de la part des demandeuses d'emploi ou des entreprises qui recherchent justement des femmes dans ces métiers ? Merci, bonsoir, pardon pour le retard, et vraiment je suis ravie, honorée d'être parmi vous sur un sujet qui est extrêmement important. Je ne vais pas redire les éléments de constat, mais je pense que un des enjeux, et Jessica, si vous permettez de faire mention de ce que vous disiez, c'est d'éviter de devoir toujours être une Jessica pour arriver dans le numérique. Parce que là, on sent que vous l'avez aux tripes, vous avez eu pas mal d'obstacles, vous avez dépassé. Mais voilà, notre enjeu à Pôle emploi, avec l'APEC, avec tous les partenaires Social Border, c'est que voilà, ça soit un parcours relativement fluide, on découvre ça sans devoir errer pendant des années, et que ça ne soit pas le parcours du combattant, comme on dit. Donc notre enjeu, c'est vraiment d'éviter la perte de chance pour les entreprises, vous l'avez dit, monsieur, parce que les entreprises sont en train de se rendre compte, mais voilà, progressivement, qu'en fait, mais elles perdent du chiffre d'affaires et des bénéfices tous les jours, quoi. Hein. Recruter une femme dans le numérique, c'est pas un risque, c'est une chance. Voilà. On n'a pas besoin que d'ingénieurs. Et je trouve aussi votre expérience là aussi extrêmement encourageante et réconfortante. Parce que c'est vrai qu'y compris quand on parle des femmes et on les met en avant dans le numérique, on parle souvent des femmes, elles ont toujours des bacs plus 5, des bacs plus je ne sais trop combien. Il y a une énorme diversité de métiers. Et donc on peut commencer tout à fait à intégrer le numérique après se former, après en étant formé, en se formant. Et je vais venir aux formations qu'on finance avec un diplôme autour du bac. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, à tous les hommes et à toutes les femmes. Voilà. Donc je voulais dire ça, que l'enjeu c'est d'éviter la perte de chance pour les entreprises, sinon qui restent avec des recrutements qui ne sont pas satisfaits. Et puis évidemment, d'éviter la perte de chance pour les femmes, les jeunes et les moins jeunes femmes, et globalement les jeunes et les moins jeunes hommes aussi. Hein. Enfin voilà, on est dans une logique d'inclusion globale, parce que c'est trop dommage qu'un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi, finalement, alors qu'il y aurait des emplois dans le numérique qui lui sont accessibles dans sa zone de recherche par rapport à son organisation familiale et personnelle, n'aille pas toquer à la porte pour des questions de représentation. C'est bien qu'on se dise parce qu'on se dit qu'on n'est pas bon en maths, etc. Voilà. Donc, nous, notre enjeu avec les partenaires, et c'est un enjeu qui est de longue haleine et qui départ très vite, c'est aussi un enjeu dès l'enfance. Hein, et il y a des études qui montrent à quel point les parents ont un rôle aussi important à jouer, et que les parents, sans le vouloir, et les mères, sans le vouloir, reproduisent le fait de dire « Ah ouais, non, le numérique, un peu une fille, c'est pas terrible, etc. » Donc on essaye de lutter contre ça. Donc c'est l'information et la promotion. Pourquoi je vous parle des lycées ? On a une expérimentation à Pôle emploi avec donc l'Éducation nationale pour intervenir dans des lycées professionnels, pour parler des opportunités d'emploi, pour dire que le numérique et d'autres secteurs, ça recrute, ça paye, et on peut s'y former. Parce que là aussi, un point, je pense, qui est intéressant à avoir en tête, et en particulier pour les entreprises, c'est que les chiffres qui ont été annoncés ont l'air énormes. Mais par rapport aux tensions globales de l'économie et par rapport aux autres emplois, si vous allez regarder les offres d'emploi là, dans votre secteur, sur Pôle emploi, vous mettez une zone géographique, vous n'allez pas avoir plein d'offres dans le numérique. En fait, c'est en émergence extrêmement rapide dans l'économie, mais le poids est relativement faible, relativement à d'autres secteurs.
Et donc finalement, à part pour les gens qui sont dans le numérique ou dans la tech, c'est pas si visible pour ça que ça pour les demandeurs d'emploi et en particulier les femmes, que ça recrute et ça paye. Donc je le redis, ça recrute et ça paye le numérique. Il y en a d'autres aussi, mais voilà. Et donc il faut d'autant plus le dire. Je vous en prie. Je confirme, ça paye. Non mais c'est important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment un moteur. Et on a tendance à toujours se dire oui c'est compliqué, c'est des métiers, je sais pas pour moi. Si c'est pour vous. Et on arrive à bien gagner sa vie et vraiment avoir une vie tout à fait, je dirais, honnête dans ces métiers-là. Donc je pense que c'est important de le dire et de ne pas en avoir honte parce qu'on a besoin de monde et en fait on développe un savoir-faire. Et ce que j'adorais dans ce que Jessica disait tout à l'heure quand elle dit moi je ne fais pas de test technique. Moi tu me vois ton CV demain, on peut discuter. Parce qu'on est dans une industrie où en fait le savoir-être est quasiment plus important que ce qu'on connaît. Parce que c'est nouveau aussi, donc il n'y a pas plein de diplômes. En fait, on peut toujours apprendre. Pourquoi ? Parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est que le métaverse, les NFT, la blockchain, machin, ben en fait, vous allez l'apprendre et puis vous allez constamment regarder ce qui se passe après. Il y a plein de gens aujourd'hui dans le numérique que je rencontre tous les jours. Je dis, qu'est-ce que tu penses du métaverse ? Métaverse, je sais pas. Et les NFT, t'as réfléchi ? Non. Bah, les gens qui ont réfléchi aux NFT, moi j'ai un fils qui s'est acheté un bouquin, il a 18 ans, il dit mais tiens les NFT ça m'intéresse. Il connaît rien au numérique. Sauf que les NFT, ben, si dans le numérique de demain on n'a pas compris ce que c'est qu'une blockchain, ce que c'est que le NFT, ce que peuvent apporter les... Alors pas le métaverse, c'est vraiment un petit peu... c'est un peu fumé en ce moment, mais les univers parallèles, ce que peut apporter la 3D, l'intelligence artificielle, le quantique... Tout ça, c'est des mots qui ont l'air un petit peu... vous prenez Google, un peu Wikipédia, vous regardez, vous êtes expert en pas très très longtemps. Alors, j'ai quand même une petite suggestion, justement, un petit message, si vous pouvez le faire passer à vos entreprises partenaires Numéum et aussi donc, qui ont signé le manifeste. C'est quand même, donc on dit que ça paye, mais c'est encore mieux quand ça se voit. Et encore mieux quand ça se voit dans les offres d'emploi. Alors, ça vaut pour toutes les offres d'emploi. D'ailleurs, il y a des analyses qui montrent que pour attirer un candidat, une entreprise, elle attire d'autant plus un candidat qu'il soit cadre ou pas cadre, si on a mis le salaire. Donc, premier point. Et deuxième point, bien sûr, il y a des termes techniques. Mais DevOps, front-end, back-end, fast-track, enfin, ça peut effrayer, et pas que les femmes. Ça effraie plein de pépites, bien de talents, de demandeurs d'emploi ou de demandeurs d'emploi qui, du coup, vont pas frapper à la porte. Donc, c'est des termes techniques. Mais si, à un moment donné, les entreprises veulent passer le message qu'elles sortent du cercle fermé des geeks et que, en fait, elles sont dans la communauté sociale normale, je suggère que de temps en temps, dans les offres d'emploi, on lise des mots que tout le monde comprend. Voilà. Enfin, une traduction. Parce que, et je le dis en riant, mais c'est un frein absolument majeur pour attirer. Non, mais je peux être que d'accord avec vous. Mais même moi, je comprends rien alors que je travaille devant. Vous me rassurez. Alors, si Jessica ne comprend rien, vous voyez, il faut y aller. Mais il faut être capable de dire je comprends rien. Oui, non, mais je dis juste le risque, c'est ça. En fait, ça bloque à l'entrée. L'enjeu, c'est quoi ? C'est que les entreprises aient des candidates et des candidats. Mais donc le sujet, c'est d'éviter de les bloquer au départ. Donc, je reviens sur mon sujet. J'ai pas perdu le fil, je vous rassure. Donc, d'abord, on commence au plus tôt, voilà, avec des experts lycée pro, et on parle du numérique et des autres métiers qui recrutent. Et il y a plein de métiers qui recrutent en ce moment. Ensuite, dans les reconversions, alors reconversion ou réorientation, ça peut être des jeunes aussi qui ont eu un diplôme ou qui n'en ont pas eu, qui visaient une voie professionnelle et puis qui en visent une autre. En fait, c'est l'information, vous le disiez, l'information, la promotion. Donc, on fait beaucoup de choses et voilà, c'est là où les partenaires, Numéum, Social Builder, plein d'autres partenaires ont une action absolument phénoménale, la Grande École du Numérique, pour faire connaître. Voilà, on y participe, on en fait aussi... On est aussi moteur dans les agences. On a un podcast, je fais la pub, on a 4 épisodes de podcast Women in Tech, voilà, pour essayer de montrer. Et puis, la mise en situation qui est majeure. Donc, on peut, entre quelques jours et jusqu'à 1 mois, vous pouvez aller dans une entreprise qui vous accueille pour le vie ma vie, comme on dit. Enfin, ça fait quoi une codeuse back-end, voilà. Voilà, donc, pour mieux se rendre compte et donc confirmer. Et puis, bien sûr... Le nerf de la guerre, et c'est normal quand on est en réorientation, reconversion, c'est qu'en général, les technicités, les compétences, on en a qui sont transférables. Donc la logique compétence est absolument essentielle, mais il faut apprendre. Puis voilà, c'est comme une langue, justement, ça s'apprend.
Donc heureusement, il y a des formations et c'est là où l'État, le plan d'investissement dans les compétences, le plan relance amène beaucoup d'argent pour l'ensemble des métiers en tension et qui recrutent, mais en particulier pour le numérique. Et donc Pôle emploi met à disposition beaucoup de financement pour former et former avant de recruter. Je vais en lister 3 si vous voulez bien. D'abord, on a lancé donc, pour le compte de l'État, dans le cadre du plan d'investissement en compétences, un marché national de formation inclusive aux métiers du numérique. Parce que c'est quoi le sujet ? Et vous l'avez très bien dit, et bravo pour votre courage, et voilà, pour ouvrir des pistes. C'est qu'en fait, si on applique, et c'est pas qu'aux femmes, hein, si on applique aux nouveaux entrants, à ceux qui aimeraient bien venir, les critères de sélection des prérequis de ceux qui sont déjà dans la place et qui ont déjà les codes, c'est le cas de le dire, ils vont être dégagés. Donc, nous, notre enjeu, et c'est ça avec ce marché, c'est de faire des formations qui prennent des personnes qui sont sous-représentées dans les métiers du numérique. Donc, ça peut être des femmes, mais c'est aussi des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes qui sont diplômés, très diplômés un certain nombre de fois, qui habitent dans les quartiers politiques de la ville, qui habitent dans les zones rurales et qui ont du mal à accéder alors qu'ils ont un talent immense, donc, mais qui ne viennent pas du numérique, ils avaient fait autre chose avant. Donc dans ces formations, on les accueille, il y a des pédagogies actives, des pédagogies spéciales et surtout, il y a un parcours pédagogique sur mesure pour que chacun acquiert les compétences pour avoir les prérequis pour ensuite aller vite dans le développement, codeur, etc. et soit pas pénalisé parce que jusqu'à présent, il n'avait pas fait ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier marché. Et c'est pour vous dire que nous aussi, on peine, parce que dans ce marché, il y a 28% de femmes dans les entrées en formation. Alors voilà, donc c'est quand même pas ce qu'on voudrait. Voilà, et donc on continue tous les jours avec nos partenaires à essayer de montrer, de passer l'information et de changer les représentations des femmes et de l'environnement. Donc ça, c'est la première solution, un premier financement. L'autre financement, c'est les formations que les directions régionales achètent. Il y a les conseils régionaux, et bien sûr, qui en achètent également. On a un marché national 100% à distance, où il y a des formations métiers du numérique dedans, parce qu'il y a des femmes qui peuvent travailler, vous en étiez un exemple, qui ont des contraintes d'organisation, des femmes ou des hommes, toujours. Et donc ça permet de faire à distance, d'avoir une souplesse d'organisation. Je vous recommande d'aller voir sur pôle emploi.fr, trouver ma formation, vous cliquez sur les formations en ligne, vous allez tomber dessus. Et puis un point, et là j'aurai un message là aussi encore aux organismes de formation et aux entreprises, si vous permettez, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est former avant de recruter. Ce sont des formations préalables au recrutement. Alors dans leur nom, parce qu'il y a toujours des noms barbares dans la formation, encore plus que dans le codage en fait finalement. Préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POI, c'est pas hyper poétique. En fait c'est quoi ? L'entreprise a trouvé sa candidate, il y a une promesse d'embauche, la candidate est OK aussi, hein. Mais bon, donc il y a une formation, on se dit qu'autour de 3 mois et demi, c'est un bon début, soit pour aller après un contrat de pro, contrat d'apprentissage alternance, ou pour continuer en entreprise, et l'entreprise prend sa responsabilité de former comme une responsabilité d'employeur. Et donc, pendant 3-4 mois, la demandeuse d'emploi, elle est en formation avec un organisme qui est choisi par l'entreprise et qui est pro du truc. Ça marche très bien. Les organismes de formation sont très actifs et nous aident beaucoup, parce qu'ils sont très implantés dans les réseaux d'entreprises, et donc c'est eux aussi qui font connaître ces dispositifs aux entreprises, qui organisent la venue des entreprises, qui organisent avec nous la venue de demandeurs d'emploi et de demandeuses d'emploi. Et là, il y a un sujet, je vais vous dire, je m'en suis rendu compte l'autre fois, en allant au salon de la POI, qui est organisé par un organisme de formation. L'organisme de formation, parce que le temps est précieux pour tout le monde, il organise un peu des présélections au départ. Et donc, problème. Si on organise des présélections pour entrer dans une formation qui, au bout de 4 mois, va vous permettre déjà de baragouiner un peu, on va dire, le numérique, comme à bout de 4 mois, vous baragouineriez un peu l'anglais, si je puis continuer l'image, eh bien, en fait, plein de femmes vont être exclues. Donc, je fais passer un message aux organismes de formation et aux entreprises. Oui, ce dispositif, il est pour des formations autour de 3 mois et demi, on dit 400 heures. Mais s'il faut ajouter un peu d'heures, rallonger, pour permettre de baisser les prérequis, les exigences de la présélection, il faut y aller. Et ça bénéficiera aux femmes et aux hommes qui peuvent être là. Donc c'est absolument majeur, ce sujet-là des prérequis. J'en profite aussi pour dire, et ça vaut pour le coup beaucoup pour le numérique, attention aux algorithmes. Vous savez que si on n'est pas vigilant aux algorithmes, ils reproduisent le passé. Et donc il y a eu des expériences malheureuses qui ont été faites aux États-Unis, relayées dans les journaux.
si on n'y fait pas attention, ou dans les bases de données, quand on récupère des CV, qu'ensuite on fait des moteurs de recherche, et ben comme il n'y avait pas de femmes, ça ne ressortira jamais, parce qu'elles n'auront pas les mots-clés, celles qu'auront mis. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et troisième élément, dire aux entreprises qu'il y a beaucoup de talents, que Pôle emploi, avec ses partenaires, on a des solutions, l'État met beaucoup d'argent, que l'enjeu, c'est d'ouvrir les chakras, comme on dit, sur les prérequis, qu'on a par exemple la méthode de simulation qui peut aider les entreprises. On a une méthode de simulation de codeurs, même à distance. Voilà, donc c'est des personnes, c'est des habiletés, comment ça s'appelle. Donc des personnes de tous horizons qui viennent et qui font quelque chose qui ressemble à du codage. Voilà. Et ça permet d'identifier, parmi donc toutes ces personnes, et elles-mêmes, s'identifier elles-mêmes, qu'en fait, mais elles savent très bien faire, quoi. Et voir, ça les botte carrément. Voilà, donc on a tout un tas de dispositifs pour informer, permettre de vérifier que c'est bien ça, et surtout former. Et former, c'est-à-dire former en payant, là aussi. Hein, l'argent est quand même le nerf de la guerre partout. On comprend bien que, de but en blanc, pour une entreprise, recruter quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, mais en particulier des femmes, parce que c'est plus fréquent puisqu'il n'y en a pas, on l'a vu. Une femme qui vient d'un autre secteur, ça peut être quand même assez angoissant. Ça peut être carrément en disant, oulala, mais c'est quoi le niveau de risque que je prends? Et pour la femme aussi, de se dire, merde, ça se trouve, je vais rater. Donc on est là pour ça. On sécurise, il y a des SAS, la demandeuse d'emploi, elle est stagiaire de la formation professionnelle, elle est rémunérée, elle n'est pas salariée de l'entreprise. Normalement, tout doit bien aller. Et puis si jamais ça ne va pas bien, on accompagne les uns les autres à trouver la jeune femme ou la moins jeune femme à trouver la prochaine entreprise et l'entreprise à trouver un autre candidat. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions. Pour faire ça, il faut diffuser les offres pour que les candidates les voient, avec les salaires, avec des mots un peu en français. Et dernier point, pardon d'avoir été un peu long, j'en termine là. Comme vous êtes toujours à la pointe de l'innovation dans le numérique, les entreprises du numérique, il y a un truc où vous pourriez être aussi à la pointe de l'innovation et ça pourrait servir, c'est issu des sciences comportementales ou de ce qu'on dit le nudge. Il y a des petites choses qui servent. Faire passer un message par rapport à tout ce que vous disiez, qu'en fait c'est quand même le désert et qu'il y a des femmes qui arrivent et elles sont toutes seules dans des plateaux où il n'y a que des hommes, voilà, et ça peut être intimidant. Et nous on l'a vu dans les formations aussi. Mais moi dans mon équipe j'ai des femmes ou j'ai une femme. Pareil dans la formation, hein, on l'a testé, ça marche. Mais il y a des femmes. Ça fait baisser, ça fait casser des barrières d'angoisse pour les autres. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Et dernier point d'optimisme, ça avance pas assez vite, mais j'ai regardé les chiffres d'entrée en formation de femmes dans le numérique. En fait, ça augmente de 50% chaque année depuis 2016 pour les formations financées par Pôle emploi et les conseils régionaux. Donc c'est encourageant. Et voilà, un dernier mot, vous pouvez compter sur nous. Merci. Le message est passé, alors. Moi, j'ai envie d'aller travailler chez Pôle emploi. Hein. Je suis pas sûr que ça paye bien. Comme l'heure si on peut mettre le salaire sur les offres. Comme l'heure tourne, on va peut-être passer directement à justement comment vous avez, vous, Numéum et Social Builder, vous souhaitez aujourd'hui porter cet enjeu et mesurer les progrès qui sont effectués, les progrès à effectuer et avoir une mesure régulière, annuelle de ces améliorations et de ces chiffres en progression, comme vous le disiez. Aussi, on n'a pas touché un petit point qui est quand même peut-être important qu'on avait vu avec vos équipes, qui est l'enjeu de la reconversion versus l'enjeu des études. On parle beaucoup des filières mathématiques, des STEM, et qu'il y a peu de filles qui vont dans les écoles d'ingénieurs, peu de filles qui s'adressent aux STEM. Mais en revanche, on se dit on a évoqué ça avec vos équipes, que la reconversion est importante, mais pourquoi ? En fait, pourquoi la reconversion ? Pourquoi la reconversion ? Juste parce qu'en fait, la sociologie, je dirais, des personnes face au marché de l'emploi a complètement changé. Et aujourd'hui, on fera 10 métiers dans sa vie. Il n'y a plus personne qui veut s'enfermer dans une tâche, dans un environnement professionnel. On a envie de découvrir le monde, de se découvrir soi-même. Et on le fait aussi dans son milieu professionnel. On ne veut plus que ce soit un job alimentaire. On veut faire des choses qui nous nourrissent, nous fassent grandir, nous fassent rencontrer des personnes. Et
Et donc la reconversion, c'est juste comment on va créer cette fluidité des parcours. Et en plus, on a l'immense chance d'être dans un pays qui investit justement sur le capital humain, sur le développement des compétences et qui les met dans des bons environnements. Parce que, donc là, on parlait de la formation, mais quand on travaille avec... Et donc, nous, Social Builder, bien sûr, on est un acteur qui faisons tout ce dont on a parlé Audrey, sur les formations spécifiques avec les entreprises, sur des formations de personnes très éloignées de l'emploi, sur des mises en situation. En fait, on fait de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement humain. Donc, c'est pas juste nourrir des personnes avec des concepts pour qu'elles développent vite des compétences. C'est tout un environnement de personnes qui vont accompagner la personne au global, dans la pluralité de ses dimensions. Et donc, qui vient enrichir, bien sûr, une entreprise, qui a un collectif humain riche. Voilà. Donc, c'est pas philosophique ce que je suis en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, l'être humain, c'est plus juste une fonction dans une organisation. C'est un épanouissement avec un collectif pour faire des grandes choses. Quand on dit qu'aujourd'hui, que les êtres humains, ils cherchent de la mission, ils cherchent de l'impact, ils cherchent du sens, c'est parce que notre vie, voilà, on l'imagine dans tous ses aspects avec du sens. Voilà. Merci. Et moi, je pense qu'on évolue dans le bon sens parce qu'on se permet, on se reconnaît un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut partir dans un parcours professionnel et à un moment de se dire, en fait, c'était pas ce que je voulais. Et j'aimerais bien changer. Et on n'est plus obligé d'être dans ces situations où, en fait, on fait ce boulot et en fait, on se dit, mais je suis bloqué là-dedans et je peux plus en sortir. Non, il y a aujourd'hui vraiment cette évolution. On peut vraiment avoir ces passerelles, ces possibilités de changer. De la restauration au codage, enfin, c'est génial. Moi, j'ai entendu quand même que Jessica nous disait tout à l'heure, moi, j'ai toujours été passionné par ça. Ah, mais c'est de se donner le droit, en fait. Et franchement, j'aurais pas une structure d'accompagnement comme Social Builder. C'était le cap à passer. C'est de se donner le droit de se dire, voilà, je me vois d'une autre manière, je peux faire autre chose et je peux me l'autoriser. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu dans n'importe quel parcours, parce que j'aurais été simplement dans une école d'informatique. Je me serais arrêtée peut-être à la première année et je serais partie. Mais là, il y a un accompagnement. C'est ça qu'on a besoin en tant que femme, c'est aussi de se voir autrement. Se voir capable de faire autre chose de sa vie que juste standardiste ou secrétaire. Parce que sincèrement, moi, c'est mes parents, ils me disaient ça. Ils me disaient, tu vas faire ça. L'informatique, c'est ça pour toi. Bah non. Non, moi, je rêvais d'autre chose et c'est de poursuivre un petit peu plus loin que le bout de son nez ou ce qu'on nous dit. Et c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il y a des structures d'accueil comme celle-ci où... Vraiment, il y a grandement besoin. C'est plus que ça, c'est de la visibilité qu'on a de soi-même, en fait. Bon, super. Et alors justement, on disait qu'il faut mesurer ces progressions, ces chiffres. Vous avez bâti un baromètre, on peut le dire, Ouais. avec, donc j'appelle aussi Thomas Aruba, Digital Director de... Je vais vous donner un micro peut-être. Et puis peut-être un siège, non ? En fait, pour introduire Thomas, on s'est posé avec Chez Kantar. Pardon, ouais, je sais pas. chez Social Builder et Numéum, on s'est posé, on s'est dit, ok, on a fait le manifeste, on a fait le livre blanc. C'est quoi la prochaine étape ? Et le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, on manque d'éléments chiffrés, on manque de mesures, on manque d'éléments qui nous permettent de dire, on en était là, on va là. Entre les deux, il y a une évolution, il y a des choses qui se font, il y a de bonnes pratiques, il y a une communauté d'entreprises qui sont engagées dans la démarche. Mais l'idée, c'est de donner un tempo. Et cette idée d'un baromètre a émergé. Et c'est ça dont on va parler dans un instant. C'est vraiment d'avoir cette petite mesure et de prise de température ou d'évolution entre deux instants qui nous permettent de mesurer le chemin parcouru et de s'apercevoir, je pense, au fil de l'eau, qu'il y a toujours beaucoup de chemin encore à parcourir. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir cet élément de mesure qu'on veut mettre en place très bientôt. Thomas, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Je vais juste introduire nos partenaires. Donc pour le baromètre, donc bien sûr c'est un baromètre Social Builder Numéum pour en gros travailler et identifier comment évolue la place des femmes dans le numérique. Et on a la chance à la fois d'être soutenu par la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, et par d'avoir choisi aussi un acteur de référence sur tout ce qui est études, qui est Kantar, et on est très fiers du coup de ce partenariat global pour lancer cette initiative qui verra le jour en 2023, début 2023. Donc je te donne la parole pour présenter Kantar. Merci Thomas. beaucoup.
Mais du coup, moi, au-delà de Kantar, l'Institut d'études que certainement toutes et tous connaissent, ce qui me marque, c'est les premières discussions qu'on a eues avec Emmanuel suite à un premier baromètre que j'ai lancé et que j'ai créé avec la French Tech Corporate Community, qui est le premier baromètre donc, sur le futur des métiers de la data. Qui dit numérique dit data. Et donc que j'ai remis à Cédrico l'an dernier. Il y a la deuxième vague qui sort cette année. Et à partir de là, on s'est rencontrés, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce que justement, les résultats de cette étude parlaient du manque de soft skills et d'un point sur les femmes. D'ailleurs, il y a des évolutions, donc ça c'est hyper intéressant, parce que quand on fait un baromètre, quand on barométrise une étude, je veux dire, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir les choses qui bougent en bien ou en moins bien. Et quand Emmanuel m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, j'ai soumis l'idée du baromètre de la reconversion des femmes dans le numérique, et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans mon équipe, j'avais une femme issue du monde du tourisme qui bossait dans mon équipe digitale. Voilà, donc pour moi, il y a un sens, et comme j'aime beaucoup dire, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer, alors commençons à mesurer dès aujourd'hui. On y va. Alors, justement, est-ce que vous avez des mesures précises déjà à évoquer? Vous avez des cibles spécifiques pour votre baromètre? Au niveau du terrain, bon, on va partir avec le terrain de Numéum, qui est donc 85% des 70 milliards, c'est ça? Représenté par 2500 sociétés. On est là? C'est quand même pas mal comme début pour jouer sur un terrain de jeu comme ça. Bien sûr. Et donc, on peut dire que vous allez le dévoiler au printemps 2023? Oui, on va commencer déjà à structurer la démarche, nous assurer qu'on a le support des entreprises pour avoir un terrain qui soit exploitable. Donc on va travailler là très très bientôt sur toute la partie questionnaire, refaire, je dirais, un tour des entreprises qui sont engagées dans le manifeste, pour commencer, pour essayer d'avoir vraiment un échantillon représentatif et faire en sorte que l'information qu'on en amène, elle soit pertinente et on puisse vraiment la travailler. L'idée, c'est d'avoir de l'impact. Et toute l'idée derrière, c'est de faire en sorte qu'on embarque beaucoup plus de monde dans la démarche pour qu'au final, il y ait beaucoup plus d'impact pour ces femmes qui veulent se reconvertir et qu'on vraiment on essaye d'amener beaucoup plus de femmes dans le numérique. C'est vraiment l'objectif que l'on mène. Formidable. Et quelle périodicité annuelle? Chez nous, les baromètres, on les fait de manière annuelle. On a le baromètre de la confiance des Français dans les médias qui a à peu près 40 ans et tous les ans, on voit les jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dramatique d'ailleurs, qui ont de moins en moins confiance dans les médias que nous consommons et ont plus confiance dans des youtubeurs, par exemple. Donc là, ça, c'est des informations qui remontent immédiatement dans les grandes instances pour justement changer le braquet pour continuer à pouvoir communiquer avec ces cibles qui sont les adultes et les nous de demain. On connaît bien le problème. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous voulez poser une question? On va vous donner un micro. Merci. Il n'est pas petit. C'est pas une question, c'est un petit complément. Alors je vais me présenter, je suis Geneviève Boucher, je suis présidente de Forum Athéna, qui est un think tank qui est dédié à la souveraineté numérique. Un vieux think tank, maintenant 17 ans, donc je prenais. Et par ailleurs, je suis dans un cercle qui s'appelle Femmes en Vue et qui entretient un fichier pour des journalistes qui ont besoin d'appeler des expertes en plateau. Et donc, il y a évidemment un groupe de femmes qui sont dédiées au numérique. Donc, on travaille aussi sur ces questions-là. Et à Forum Athéna, on est préoccupé du problème féminin aussi. Et pourquoi on l'est? Et c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, mais moi, je le trouve important parce que vous avez dit une des raisons pour lesquelles les gens se réorientent, c'est parce qu'il y a un très gros phénomène de recherche de sens. Et quand on fait de la réorientation de carrière, c'est souvent dans le cadre d'une recherche de sens. Je veux renouveler, faire autre chose. Si j'avais un conseil à toutes ces dames qui sont là, puisqu'elles s'intéressent à aller vers le numérique, il faut savoir que le numérique, il est très masculin, même si la première codeuse
a été une femme, hein, Ada, voilà, et dont on a dit que c'était une anomalie, que c'était une transgenre, quasiment une transgenre intellectuelle. Le numérique actuel est un numérique complètement masculin, un numérique guerrier. Il nous faut, surtout en Europe, où on va être amené à avoir énormément à reconfigurer le numérique, aller vers un numérique beaucoup plus féminin. Mais encore faut-il que les femmes s'y présentent. Hein, voilà. Je trouvais important de vous rajouter ça dans les motivations. Merci. Oui, vous voulez répondre? Ce qui est paradoxal, c'est que le numérique a été féminin. Quand vous prenez le numérique des années 70, c'était essentiellement des femmes qui travaillaient dans le numérique. C'est l'émergence du micro-ordinateur dans les années 80, où en fait on a des rôle modèles qui sont sortis, des Bill Gates ou des Steve Jobs, et il y a eu une masculinisation, une espèce d'appropriation de l'outil informatique et de l'ordinateur qui a fait basculer, et en fait on est passé du féminin au masculin. Mais vous parliez d'Ada Lovelace tout à l'heure, il y en a d'autres, il y a beaucoup d'inventions qui ont été vraiment poussées par des femmes dans le monde de l'informatique, mais c'est peut-être une histoire de balancier. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça a été féminin. Alors, les femmes, effectivement, chez IBM, il y avait une quantité pharaonique de femmes qui étaient embauchées, mais elles perforaient des cartes. Hein. Elles n'étaient pas dans la conception du système. Alors, il y a des tas d'exceptions, et ceux qui connaissent ma carrière savent que je suis une exception, mais c'est des exceptions, c'est des accidents. Moi, c'est pas rare, j'ai rien fait pour... ça se passe comme ça, puis ça s'est passé comme ça. Mais les femmes, elles perforaient les cartes. Hein. C'était au départ des facturières qui ont perforé les cartes. Et au fur et à mesure qu'on a développé le coding, ce sont les hommes qui se sont emparés du coding et surtout des architectures systèmes. Merci. Alors faisons en sorte que l'exception devienne la norme, si je puis dire. Voilà, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous remercie, en tout cas tous, Thomas Zarouba donc pour Kantar, Emmanuel Larocque pour Social Builder, Jean-Christophe Morisot pour Numéum, Jessica Cuigère qui a témoigné pour vous ce soir, Gilles Gâteau de l'APEC et Audrey Perrochot, excusez-moi, de Pôle emploi. Merci en tout cas d'être venus nous écouter. Rendez-vous au printemps prochain alors pour le dévoilement du premier baromètre. Bravo à tous. Et puis par la suite, je vous invite à vous rapprocher des rafraîchissements. Merci encore.